Donald Trump publie un message affirmant que l'Iran est en état d'effondrement et veut que les États-Unis ouvrent le détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas la seule nouvelle explosive, parce qu'au même moment, les Émirats arabes unis viennent de quitter l'OPEP, après 58 ans d'adhésion, avec effet au 1er mai. Pendant ce temps, un drone non identifié survole la zone verte de Bagdad, là où se trouve l'ambassade américaine. Et en France, l'Assemblée nationale observe une minute de silence pour 2 soldats français de la FINUL tués au Liban. Commençons par la nouvelle économique la plus structurante de la journée. Les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait surprise de l'OPEP et de l'OPEP+, à compter du 1er mai. Un pays membre depuis 1967, 58 ans d'appartenance, qui claque la porte. Et pas n'importe quel pays. Les Émirats sont le 3e plus grand producteur de brut au monde. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, ils ont dû diviser par 2 leur production de pétrole. Et ils souhaitent s'affranchir des quotas qui leur sont imposés. Actuellement, ces quotas leur interdisent de dépasser 3 millions de barils d'exportation par jour, alors qu'ils auraient la capacité d'en exporter 4 millions. Le ministre de l'Industrie émirati Sultan Al-Jaber, également directeur général de la compagnie publique ADNOC, a déclaré dans un message sur X qu'il s'agissait d'une décision souveraine conforme à la stratégie énergétique à long terme des Émirats, et que l'objectif de la compagnie restait inchangé, répondre aux besoins énergétiques de ses clients avec fiabilité, responsabilité et l'ambition d'en fournir davantage. Mais derrière cette formulation diplomatique, les analystes lisent quelque chose de plus profond. Selon Homayoun Falakchahi, responsable de l'analyse pétrolière chez Kpler, c'est un coup très dur pour l'OPEP, dont les Émirats arabes unis sont un acteur très important. Cela va fragiliser l'organisation, dont les prises de décision sur le marché du pétrole seront moins impactantes à l'avenir. Et David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, va plus loin. On rentre dans une nouvelle ère en réalité. Il pointe également des tensions géopolitiques avec l'Arabie saoudite, notamment sur la question du Yémen, qui joue dans cette décision. Un super cartel déjà fragilisé par la guerre, qui vient de perdre l'un de ses membres fondateurs les plus puissants. Ce sont des dizaines de milliards de dollars de production qui vont sortir de la contrainte des quotas. Et cela va redistribuer les cartes sur le marché pétrolier mondial à un moment où celui-ci est déjà sous pression extrême. Ce retrait intervient dans un contexte de réunion d'urgence des pays du Golfe à Jeddah, en Arabie saoudite. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, a accueilli les dirigeants et responsables des pays du Golfe pour discuter de la crise déclenchée par la guerre et des moyens d'y répondre. Selon l'agence de presse saoudienne, plusieurs questions liées aux évolutions régionales et internationales ont été abordées, ainsi que la coordination des efforts pour y répondre. Une source proche du gouvernement a précisé à l'AFP que les discussions avaient porté sur la situation politique et sécuritaire actuelle dans la région. Et le Qatar a mis en garde contre un conflit gelé dans le Golfe Persique. Selon David Rigoulet-Rose, les pays du Golfe n'ont aucune marge de manœuvre. Les négociations pour l'instant sont dans l'impasse, ce qui inquiète évidemment ces pays dans la mesure où le détroit d'Ormuz est toujours fermé et la perspective d'un rétablissement complet apparaît lointaine. C'est justement sur le détroit d'Ormuz que Trump a publié un message qui a immédiatement fait réagir. Il affirme que l'Iran vient de nous informer qu'il est en état d'effondrement et qu'il veut que les États-Unis ouvrent le détroit d'Ormuz au plus vite, car ils tentent de clarifier leur situation politique. Il ajoute, avec son optimisme habituel, « Je suis convaincu qu'ils y parviendront ». Ce message intervient quelques heures après que la porte-parole de la Maison-Blanche avait confirmé que Trump avait discuté d'une nouvelle proposition iranienne pour mettre fin au conflit, en parallèle au cessez-le-feu conclu début avril via le Pakistan et prolongé indéfiniment par le président américain. Mais Trump a précisé être mécontent de cette proposition, estimant qu'elle exclut la question du programme nucléaire iranien, l'un des principaux points de contentieux entre Washington et Téhéran. La proposition iranienne, rapportée par Axios,
prévoyait de rouvrir le détroit et de mettre fin à la guerre d'abord en reportant à plus tard les négociations nucléaires. Pour Washington, c'est insuffisant. Le nucléaire doit faire partie du paquet. Cette impasse diplomatique s'inscrit dans un mouvement plus large. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a effectué ces derniers jours un sprint diplomatique remarquable. Islamabad, Mascate, de nouveau Islamabad, puis Saint-Pétersbourg. C'est là, en Russie, qu'il a rencontré Vladimir Poutine lundi 27 avril. Le président russe a salué la bravoure et l'héroïsme du peuple iranien et affirmé que Moscou entend continuer sa relation stratégique avec Téhéran. Ces mots ne sont pas anodins. Ils confirment que l'Iran cherche activement à consolider un axe diplomatique alternatif. Moscou devient une pièce maîtresse dans la stratégie iranienne face à l'impasse avec Washington. Et pendant que les diplomates naviguent entre capitales, sur le terrain, la situation reste tendue. Un drone non identifié a survolé la zone verte de Bagdad ce mardi. La défense aérienne irakienne a activé ses systèmes et tiré sur l'appareil, qui n'a pas été abattu. Une personne a été blessée dans la chute de débris provoquée par cette tentative d'interception. C'est le premier incident de ce type à Bagdad depuis l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu le 8 avril. La zone verte abrite l'ambassade américaine, d'autres missions diplomatiques, des institutions internationales, des services gouvernementaux irakiens. Depuis le début de la guerre, des groupes armés irakiens soutenus par l'Iran ont pris pour cible les intérêts américains dans cette zone. Cet incident est un signal fort. La trêve est fragile, le terrain reste inflammable. Un autre navire a également franchi le détroit d'Ormuz dans des circonstances qui illustrent la complexité humaine de cette crise. Le Nord, un super yacht russe de 142 mètres de long, réputé lié au milliardaire russe Alexei Mordachov, a traversé le détroit samedi, accompagné d'un vraquier. À bord des deux navires se trouvaient 36 marins philippins. Ce passage porte le total des équipages philippins sortis du détroit à près de 1200. Selon le secrétaire du département philippin des travailleurs migrants, Hans-Leo Cagdac, environ 800 d'entre eux avaient déjà traversé sur des navires de croisière le 18 avril, après que l'Iran avait brièvement annoncé la levée de la fermeture. Mais 15 autres marins philippins restent à bord de deux porte-conteneurs saisis par les forces iraniennes le 22 avril, l'Epaminondas et le Francesca. Les autorités philippines ont obtenu l'assurance que ces 15 marins sont tous sains et saufs et qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps avant que leur navire ne soit autorisé à repartir. Sur le plan économique global, les signaux d'alarme continuent de s'allumer dans les capitales du monde. En Europe, le commissaire au climat Wopke Hoekstra a déclaré lors du sommet international sur la sortie des énergies fossiles à Santa Marta, en Colombie, « En Europe, nous perdons 1 demi-milliard d'euros chaque jour que dure cette guerre. » Il a ajouté que la transition énergétique, déjà portée par les enjeux climatiques, est désormais aussi une question d'indépendance commerciale. En Italie, la première ministre Giorgia Meloni a affirmé que sa priorité est de contenir la pression inflationniste, en particulier dans le domaine de l'énergie. Et en Iran, 2 mois après le début du conflit, la population subit une crise économique que le spécialiste Jonathan Piron décrit ainsi auprès de RFI. L'inflation atteint des niveaux assez importants, ce qui entraîne notamment une élévation du coût des biens alimentaires. Et il rappelle que les coupures d'Internet ont toute une série d'incidences, notamment sur les personnes qui vivent du numérique, avec maintenant plus de 2 mois de déconnexion forcée pour 85 millions d'Iraniens. En France, ce mardi, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence pour honorer 2 soldats français de la FINUL, le sergent Florian Montorio et le caporal Anissé Girardin, tués dans une embuscade au Liban il y a 10 jours. Leurs noms sont désormais gravés dans ce conflit. Et des membres du gouvernement et des députés, toutes tendances confondues, se sont levés pour leur rendre hommage dans l'hémicycle. Dans le même temps, le député LFI Aurélien Taché, membre de la Commission des Affaires étrangères, a déclaré que
C'est une véritable débandade pour les Américains, et que Trump n'aurait jamais dû se laisser entraîner dans la guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a pressé le gouvernement de sortir au plus vite de notre dépendance au pétrole, mais également au dollar américain. En Israël, une nouvelle fracture interne s'est révélée ce week-end. La Cour suprême a ordonné à l'État d'imposer des sanctions financières aux juifs ultra-orthodoxes refusant la conscription. Ces sanctions incluent la suppression d'avantages fiscaux, de réductions sur les transports publics et de subventions pour les crèches. Les ultra-orthodoxes représentent 14% de la population juive d'Israël et constituent un réservoir d'environ 66 000 hommes en âge de servir. Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe Chasse, a dénoncé une atteinte grave au fondement même de l'existence du peuple juif en Israël. Une fracture profonde dans une société déjà épuisée par des mois de mobilisation et qui complique directement la position de Netanyahou, dont la survie politique dépend précisément de ses alliés. Voilà donc l'état du monde en ce 28 avril 2026. Les Émirats quittent l'OPEP. Trump dit que l'Iran est en effondrement, mais rejette sa proposition de paix. Un drone survole la zone verte de Bagdad. L'Europe perd un demi-milliard d'euros par jour. Et l'impasse diplomatique s'approfondit alors que Moscou se rapproche de Téhéran. La question que je vous pose est celle-ci. Le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP est-il le signe que le système énergétique mondial est en train de se réorganiser durablement autour de cette crise, ou n'est-ce qu'un coup tactique temporaire dans l'attente d'une résolution? Répondez dans les commentaires. Si cette analyse vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. La suite de cette crise va s'écrire vite. On se retrouve très bientôt.